Bienvenue à tout le monde, c'est parti pour le Sahara. Alors, cette idée nous était venue à l'esprit avec un collègue lors de séances de sport. Nous avions un ami commun qui avait aussi fait cette expérience et on savait que l'on pouvait revendre le véhicule d'occasion, se faire de l'argent et en même temps se payer le voyage retour. Il y en a qui faisaient un métier de ça à l'époque, qui passaient souvent des 504 Peugeot et aussi d'antiques 404. La plus demandée étant la 404 et la 504 plateau, pick-up comme on dit maintenant. Et c'est assez grand, il est assez vaste le pick-up. Et elle était considérée comme la 504, comme la reine de l'Afrique. Parce que dans le sable, ça passait très bien sans avoir besoin d'un 4 roues motrices vu que c'était une propulsion. Et bien entendu, on ne trouve pas de 404, on ne trouve pas de 403, on se rabat sur le Renault 20. Et on se dit, on hésitait, mais oui, mais le collègue me dit, c'est quelqu'un qui travaille avec moi, il est sérieux, la voiture elle est nickel, elle est vieille, elle a 180 000 km, 180 000 km. Mais c'est un 2 litres ou 2 litres 2, ça peut faire l'affaire parce que c'est un moteur puissant. Je dis, ouais, mais c'est une traction dans le sable, ça va pas passer, etc., etc. Bon, on va quand même la voir. Effectivement, la voiture était très propre, donc on se met d'accord pour le prix. C'était l'équivalent de 300, alors 2000 euros, 5, ouais, à peu près 300 euros. Donc pas cher du tout. Nous voilà nantis d'une, on fait les papiers, nous voilà nantis d'une Renault 20. Mais moi, en mécanique, c'était pas trop mon truc, et le collègue ne se sentait pas très fort de ce côté-là. Et donc on avise, on discute avec une autre personne qui se dit être mécano alors qu'il n'exerçait pas cette profession, mais il a dit oui, mais moi j'ai fait de la mécanique, j'étais employé dans un garage mécanicien, j'ai un CEP, BEP, etc., etc., je sais tout faire. Il est emballé par cette idée de traverser le Sahara. Bon, moi je peux pas trop juger de la personne, et puis on se met en quête d'une deuxième voiture, et on se dit l'idéal ça serait une deuxième, identique, une deuxième Renault 20. Comme ça, on pourrait avoir des pièces en même temps, voilà. Donc, on recherche cette deuxième voiture. Collègue, celui avec qui j'ai fait équipe, m'appelle, me dit, voilà, il y en a une deuxième, on va aller la voir. Alors bon, je me radine, je démarre, et je mets la quatrième, et la voiture avance. Je dis, bon, l'embrayage est mort. Et l'autre, il dit, non, non, mais c'est le câble qui est détendu, ça se resserre. Bon, le pseudo-mécanicien, qu'est-ce qui se passe? C'est que au bout d'une semaine, le collègue m'appelle, me dit oui, il est mort, hein, l'embrayage, il faut le changer. Ah, et voilà, j'en ai parlé. Oui, oui, mais il a dit qu'il savait le faire, qu'il voulait le faire, tout ça, etc. Une autre semaine se passe, le collègue m'appelle, il me dit ben là maintenant il a tout démonté, mais il a plus de pièces qu'au départ, il sait pas quoi en faire, quoi. Il y a plus de boulons que ce qu'il avait au départ. Je dis non, c'est une catastrophe là parce que on peut pas, on va pas, on ne traverse pas la France quoi. C'est au milieu du désert, ça va se finir à coups de pelle dans la tronche. Chacun a sa partie, chacun a son côté dans lequel il excelle. Un, ça va être la conduite, un, ça va être la navigation, lui, c'est la mécanique, la bouffe, ça va être un de nous deux, parce qu'apparemment, voilà. Et alors, quand ça va être sa partie, que ça va arriver, on va lui dire, ben voilà, là, il y a une panne, répare. Il va dire, ben je sais pas. Donc, ça peut se terminer à coup de pelle de sable dans la tronche. Donc, l'idéal, ça serait qu'il vienne pas. Ben bon, ben, ça tombe sur moi de lui dire que ben, il pouvait pas venir. Et ce qu'on a fait, le problème, c'est que cette deuxième voiture qui ne pouvait pas bien rouler, mais qui était stationnée à un autre endroit, il fallait la mettre en même temps que la première. Bon, on avait les papiers pour les deux, mais cette deuxième voiture, elle n'était pas assurée. Donc, à 3 heures du matin, on l'a acheminée à côté de l'autre. C'est quand même, on a, on a payé une voiture, on est obligé de faire les trucs hein, comme si c'était une voiture dérobée. Bon, on la met à côté, et puis, bien entendu, comme c'est toujours le cas dans ce genre de choses, on se voit arriver la gendarmerie qui tourne autour de la voiture. On n'était pas encore présent, ils relèvent le véhicule, et puis ils voient que bon, machin, etc., qu'il avait rien à faire là. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont embarqué et puis ils l'ont mis dans une casse. Alors, on est allé les voir, on leur a expliqué le coup.
ce qu'on voulait faire. Et puis il a dit non, non, elle ne peut pas sortir de la casse parce que ce véhicule est un véhicule épave, il ne peut pas rouler, patati, patata. Mais si vous voulez aller récupérer les pièces, peut-être vous pouvez, arrangez-vous avec le type de la casse, je sais pas quoi. Et on y va, le type était pas là, donc je dis la casse était fermée, elle n'existe plus cette casse. Et puis bon, on travaillait le jour, donc on y est allé, c'était la nuit. Et ben le mec avait mis un tigre il y avait un tigre, un vrai tigre, dans la casse. Bon ben là, l'histoire s'arrêtait là. On n'est pas rentré dans la casse au milieu avec un tigre qui sautait de partout sur les capots de voiture. Finalement, la personne revient et on lui demande de pouvoir rentrer. On a récupéré des pièces, on les a embarquées. On a récupéré un paquet parce qu'on a fait plusieurs voyages, on avait quasiment le moteur complet et on a chargé dans notre Renault 20. Et puis après, il a fallu préparer tout. Ouais, ça part des trucs de bivouac, la tente, les duvets, et puis après surtout, en fait, c'est préparer la voiture et renforcer les amortisseurs. Donc, je m'attelle à la tâche de renforcement des amortisseurs. Le collègue se pointe à 4 heures de l'après-midi avec deux gonzesses et il me dit ah, tu veux pas, elles sont venues absolument nous voir, elles travaillent avec moi. Parce qu'il faut savoir que le collègue travaillait, il avait exactement, ils étaient deux mecs, il y avait 185 filles dans l'endroit où il travaillait. Donc, c'était la vedette. Alors, déjà qu'il était prof de boxe française, qu'il avait une moto de 1000 cm3. Voilà, il dégageait, quoi. C'est pas le comptable, on va dire, classique. Et donc, les filles voulaient absolument voir quel était l'équipier qui allait traverser le Sahara avec leurs collègues de travail. Et puis, il me dit, ben, profite, fais un break, là, elles veulent faire connaissance plus ample. Et je me suis un peu agacé, j'ai dit, écoute, j'ai pas le temps, là. Là, ça commence à être sérieux, on a prévu le départ dans 48 heures, et je pense qu'on va pas finir. Alors, donc j'ai décliné l'invitation de connaissance de la copine, et ça a son importance pour la suite du voyage. Donc, je continue à faire le renforcement des amortisseurs, et puis après, le collègue revient, on refignole la voiture, on charge tout, et finalement, on a fini les 48 heures le soir à minuit pour partir le lendemain. On se retrouve sur le port de Marseille, pour embarquer le véhicule sur un bateau, je crois qu'il s'appelait le Hogar, du nom du massif. Donc c'est un bateau, j'ai l'impression qu'il tenait par la peinture, quoi. On n'était pas en bonne classe, on n'avait pas, je sais pas comment on s'est débrouillé, ou peut-être qu'il n'y avait plus assez de place, on s'est retrouvé vraiment en deuxième ou troisième classe. On a essayé un petit peu, on est passé, on a sauté 2-3 barrières, on a assisté il y avait une réception dansante, bon, on a profité, et puis après on est redescendu dans nos couchettes. Mais le bateau, c'était une mer démontée sur laquelle il naviguait, donc j'approchais ma couchette avec mes deux bras, je glissais, j'ai l'impression d'être à la verticale, et une fois que mes pieds avaient touché le bas de la cloison, je redescendais, c'était ma tête qui tapait contre le truc. Bon. Et puis après, il y en a une qui a profité pour vomir aussi par-dessus, c'était une catastrophe ce voyage. Le matin, ça s'est calmé. On a trouvé le temps long, et puis ça y est, on arrive à Alger. Alors là, c'était une foire d'empoigne, pas possible. On a attendu, et puis on savait que durant le voyage, on avait avisé quelqu'un. Lui, il avait la gueule de doublure de Belmondo. Le type, on sentait le cuir tanné par le désert, grand, blond, musclé, enfin bon voilà, genre type qui, bon, je pense que les filles doivent avoir des papillons dans le ventre quand elles le voyaient. Et il nous a donné quelques indicatifs, mais je le gardais dans son mutisme, il n'avait pas trop envie de partager son savoir. Enfin, on ressentait qu'il y avait du vécu. Mais lui, il faisait des passages, il avait des véhicules commandés. C'est-à-dire que les gens avaient déjà payé le véhicule sur place et il avait déjà passé le désert peut-être au moins une vingtaine de fois. Donc, il allait assez vite pour le traverser. Donc voilà, cette parenthèse refermée. À Alger, attente interminable, et puis on nous avait dit, bon, s'ils trouvent qu'il y a des pièces détachées dedans, les moteurs, vous allez payer, etc., etc. Bon, on s'est débrouillé, on n'a pas payé, on nous a pas trop contrôlés, on a fait des grands sourires, on a filé un petit cadeau à droite à gauche, bon voilà, on s'est débrouillé comme ça. On avait des soucis pour changer, on pensait que avec les travelers ça allait marcher, mais non, bon, alors, finalement on a changé des dollars à les Suisses, on a filé des dinars, mais on avait prévu de faire du troc, c'est-à-dire que toute la voiture était pleine de vêtements,
d'objets divers et variés, parce qu'en Algérie, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, il manquait de tout. Donc, on se retrouve tout le long, la première nuit, on traverse Alger, bien entendu, le collègue, cherchant le chemin, percute la main d'un policier qui indiquait qu'il faisait la circulation. Il a tellement tapé fort que le type a pivoté sur lui, on aurait dit une girouette, quoi. Et donc là on est mal. Bon, finalement, il a sifflé, le collègue s'est pas arrêté, voilà. Voilà, ça s'est passé. Le premier contact à Alger, on a poursuivi jusqu'à une ville qui est plus au sud, parce qu'on ne voulait pas passer la nuit dans Alger, donc on est tombé sur une ville qui s'appelle Blida. Blida, c'était la nuit, c'était la période où il y avait le Front islamique du Salut, avec des attentats. J'ai demandé, on avait une adresse pour dormir. Je suis rentré dans un bar, tout le monde s'est arrêté de parler. On sentait qu'on n'était pas les bienvenus. Je dis bon, on va pas insister. Puis finalement, on a trouvé cet endroit pour dormir. Le type nous a délivré une chambre dont il a refait la peinture la veille. Donc on s'est relevé le lendemain avec une migraine pas possible. Il a réussi, bon, on avait quand même réussi à manger 2-3 petits trucs. Et puis le lendemain, bon, on ne savait pas encore, on avait peu d'argent, on ne savait pas comment ça allait se tourner, changer les post-chèques et travelers, peut-être que ça allait fonctionner ou pas. Et puis il y a un type qui a commencé à nous dire, ouais, mais moi je suis intéressé, vous avez des vêtements. Et donc bon, on a commencé à troquer, et puis il nous a filé de l'argent. Et donc on a vendu 2 caisses, et puis on s'est retrouvé de ce coup avec une petite fortune, on était tout contents. Et puis on s'est dit, ça c'est bon, voilà, ça nous a mis en joie, et puis on a continué sereinement, on a fait notre essence, et on descend plus au sud, on arrive à Djelfa. Djelfa, on mange, c'était sympa. On a bien mangé, parce que bon, et la nourriture quand même, on sent que voilà, c'était du bio, quoi. C'était voilà, les tomates, elles ont du goût. Et puis, on continue la Gouatte. La Gouatte, on arrive plutôt en milieu d'après-midi. On attend que le soleil se couche et puis on se décide d'aller faire un footing. Voilà, on va faire un petit footing. Et puis il y avait un parc à côté, un parc qui était un peu à l'abandon, un parc pour les gosses, là, pour qu'ils jouent. Et puis on s'est mis à boire de l'eau, parce qu'on avait soif. On nous a dit qu'elle était bonne. Bon, 3 jours après, on a eu l'ascension. Ça a mis longtemps, mais bon, voilà, ça activera. On se trouve de quoi dormir et on poursuit sur Gardaïa. Alors voilà, Gardaïa, là, c'est magique. On est quand même là, bien au sud. Je sais pas combien de kilomètres d'Alger, mais bon, on va dire qu'on est quand même peut-être à 500 ou 600 minimum kilomètres au sud d'Alger. Et Gardaïa s'appelle le Mzab, la région. D'ailleurs, quand vous avez un épicier algérien pas loin de chez vous, en général, ils viennent de cette région. Ils sont très habiles, très arrangeants pour le commerce. Mais il n'y a rien à Gardaïa. Il pleut une fois par an. Et donc, chacun a son petit barrage, chacun a sa petite réserve d'eau. Et les barrages, ils ont comme des doigts, ça fait comme des peignes pour envoyer l'eau à chacun qui a son canal qui amène à son open de terre pour stocker l'eau et cultiver. Bon, toujours pareil, même classique, même plus au sud, c'est pareil, dans les oasis. Donc les palmiers protègent les arbres fruitiers de la chaleur. Et sous les fruitiers, on fait culture maraîchère. Et donc cette ville est très jolie. Alors les femmes sont voilées, on voit qu'un œil. Donc on est resté quelques jours. On a même mangé de succulentes pâtisseries. On a même abusé. Et puis on repart sur El Golea. Donc l'arrivée, l'arrivée de El Golea, c'est des montagnes russes avec la voiture. Là, de ce coup, elle décroche d'un plateau et on a l'impression de piquer sur la ville. Et là, c'est une immense palmeraie. Donc piscine. L'eau était vert bouteille, foncée, on voyait pas le fond. On se baigne là-dedans. Et puis là, dans la nuit, l'eau ingurgitée à la Gouatte, elle fait des siennes. Donc, heureusement qu'on était au premier étage, donc saut en hauteur du balcon, en ciseaux, pour aller se répandre dans le jardin à côté. Et puis, à un moment donné, il n'y avait plus assez d'espace dans le petit jardin, puis on a visé une porte à côté qui était ouverte. Et donc là, ça a servi on s'est servi des toilettes parce que vous savez savoir qu'il n'y avait pas d'eau, pas de chasse d'eau, voilà. Et puis bon, le matin, la diarrhée était un peu étanchée, mais enfin juste. On est parti assez vite pendant qu'un groupe de touristes en accompagné, en organisé, c'était des Espagnols, étaient en train de prendre possession des champs. Quand on est rentré dans la voiture sur le parking, on a entendu les hurlements des touristes qui prenaient possession de leurs chambres. Donc on a démarré, et puis un peu vite, parce que sur la route, on s'est pris un gendarme couché.
Les gendarmes, on veut dire qu'ils sont même plusieurs à être couchés sur la route, hein. Ceux-là, quand vous les voyez pas, coup à poser la voiture sur les longerons avec les deux roues de chaque côté qui sont en suspension. Donc, on fait de l'essence, bon, c'est pas cher. On avait peut-être, je crois qu'à la station, on avait dû vendre quelque chose encore aussi comme un vêtement. Donc, au fur et à mesure, on s'est allégé. Au fur et à mesure, par contre, notre compte en banque grossissait. Bon, faut savoir que les dirhams à l'extérieur, non, les dinars, enfin, la monnaie locale c'est pas une devise, hein, elle vaut plus rien une fois dehors. Donc on traverse le plateau du Tademaït et là on voit la courbure de la Terre. Quand les gens me disent la Terre est plate, ben là il faut qu'ils aillent faire un tour là-bas, quoi. Parce que là on voit à perte de vue et on voit la courbe de la Terre. Et puis on arrive à une ville qui est considérée comme la plus chaude du monde, qui s'appelle Insala. J'aurai l'occasion lors de notre audio, parce qu'on y est repassé, on a refait 2 fois le désert. Là, Insala, ça cartonne, hein. Franchement, le soleil, c'est impressionnant. Quand vous vous promenez au soleil, vous avez l'impression, si vous n'avez pas mis un chèche, un chèche, c'est une bande de coton que mettent les Touaregs, qui a jusqu'à... le touriste va prendre 2 mètres, mais bon, en général, les Touaregs mettent 6 mètres jusqu'à 12 mètres. Donc vous entourez la tête de ça, et puis si vous voulez, vous le mouillez, ce qui vous fait une climatisation artisanale quelque part. Donc si vous mettez pas le chèche au-dessus de vous et que vous promenez au soleil, ben, vous avez l'impression que quelqu'un prend un burin et tape avec le burin pour vous ouvrir le crâne. C'est à peu près cette sensation. Quand vous trempez votre t-shirt dans l'eau et que vous le secouez 3 fois comme vous secouez quelque chose qui a des miettes de pain, là, comme une serviette, là, eh bien, il sèche immédiatement. Du troisième aller-retour, là, en 3 secondes, il est sec. Quand vous jetez de l'eau par terre, elle s'évapore comme si c'était de l'alcool. Voilà, c'est pas quelque chose d'exagéré, ça se passe comme ça. Donc, Inch'Allah, quelques photos sympas, une ville, ben voilà, on sent bien que voilà, le désert est là, quoi. Et puis on continue, on traverse les gorges d'Arak, on passe à gauche, il y avait un fort de la Légion étrangère qui datait de la colonisation française. Et puis là, bon, ça devient chaotique, compliqué. On croise un premier Touareg qui était avec son épouse. Alors l'épouse était enchaînée. Elle s'asseyait quand lui, voilà, il la traînait. Hop, voilà. Bon, il y avait un petit là où on l'a rencontré, une petite échoppe, je me rappelle plus, on s'est arrêté pourquoi, je sais plus si il vendait de l'essence ou voilà, on a fait peut-être on a bu un café ou un thé. Et puis on est reparti. Sur la droite, il y avait le fameux mausolée de Moulay Hassan. Et ce mausolée, normalement, il faut faire 3 fois le tour, ça porte bonheur. Pour pouvoir traverser le Sahara. Ben, on l'a pas fait. Ben, on est peut-être dû un peu. Puis on continue, on arrive à Tamaracet. Les initiés disent Tam. Voilà. Alors, bon, encore à l'époque, les gens arrivaient en avion pour aller visiter le massif du Hogar, la Sécrème, tout ça. Bon, mais c'est pas le même trip, quoi. Si vous arrivez en avion et que vous l'avez fait, vous avez traversé le désert, enfin, une partie du désert, puis là, c'est pas encore très compliqué parce qu'il y a de la route. Les gorges de Harak, voilà, ouais, bon, la route elle est un peu chaotique, mais bon, ça passe encore. On s'en sable pas. C'est du dur. Vous pouvez crever, parce qu'il y avait des pierres, mais bon, ça reste carrossable et ça reste facile. Donc, Taram Rasset, on se dit, bah, il y a une poste, on envoie du courrier, parce que bon, ben, WhatsApp n'existait pas, Internet non plus, donc voilà, on envoie une carte postale. On dit que peut-être on va être arrivé quand, au retour, que la carte postale sera pas là. Et puis bon, en fait, bon, c'est sympa d'avoir le tampon de Taramorasset, qui avait je crois que c'était un Touareg d'ailleurs, le tampon. Les gens sont contents parce qu'ils reçoivent ça quand même, bon, ça leur fait un souvenir. Et on dort au camping. Et là, on croise une bande de Luberlus qu'on aide, nous, entre bons samaritains qui n'avaient rien prévu. Donc, nous, on avait beaucoup de cigarettes parce qu'on les offrait aux douaniers, aux policiers, tout ça, etc. Bien qu'on ne fume pas. Et si à l'époque je fumais un peu, mais bon, pas trop. Et eux, bon, ils en avaient plus, donc je leur ai donné. Alors, ils pensaient que j'allais leur donner une cigarette. Je leur ai donné un paquet, parce qu'on a acheté une cartouche. Alors oui, c'était fou de joie. Et puis, ils avaient rien prévu pour le petit déjeuner. Puis on leur a laissé notre petit déjeuner, puis on a dit, bon, nous, on va en ville, parce que c'était le quand même tôt, on ne pouvait pas trop souffrir de la chaleur. Et on va visiter, puis on avait deux, trois bricoles à faire. Et puis, bon, ils étaient tout contents. Il y en a un qui... Oh merde, j'ai tombé le pot de confiture, j'ai mis le pied dedans, pas cool. Enfin bon, voilà, pas besoin de faire un dessin. Donc, on passe la journée, on retourne le soir. Et puis, bon, ils venaient sans arrêt nous demander des choses parce qu'il leur manquait tout. Ça commençait un peu à nous gonfler.
Et puis le lendemain, on décide de partir seul. Et on s'en va seul avec notre voiture. Ça a mal commencé parce qu'on est parti le soir. Puis ça a commencé à s'ensabler. On s'est retrouvé avec des Algériens qui eux aussi avaient eu la même idée, c'est-à-dire qui vivaient en France et qui avaient acheté des voitures pour pouvoir les revendre au Niger. Alors il y avait quelqu'un, il y avait un de Gardaïa quand même. D'ailleurs, il appelait Gardaïa et il se moquait un peu de lui. Mais bon, il était très sympa. Et alors je me rappelle un jour, il faisait, parce que c'est pas un jour, c'est lorsqu'il faisait la prière, et une fois je lui ai dit, mais attends, là, tu fais la prière, là, tu es pas sur l'Est, là. Tu regardes ma boussole, tu es à l'opposé. Alors bon, il m'a dit, ouais, mais je fais faire le truc par rapport au soleil. Je dis, ouais, mais par rapport au soleil, mais là, c'est le soir, il se couche, en effet. Moi, je te dis, voilà, regarde l'Est, voilà. Et donc, il était content. Après, on a poursuivi. Les autres nous donnaient des conseils en disant, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Bon, finalement, ils connaissaient pas plus que nous. Mais après, à la fin, ils nous imitaient tout le temps. Parce qu'on avait mis une serviette d'eau mouillée sur le tableau de bord. Il faut savoir qu'on n'avait pas de clim, hein. Ça n'existait pas. Enfin, s'il y avait quelques voitures avec la clim, mais elles étaient très rares et c'était pas du tout en série. Et ben, la Renault 20 n'avait pas de clim. Donc, il faisait très chaud. S'était mis une espèce de pommade dans le nez pour essayer d'éviter la déshydratation. On a bu jusqu'à 7 litres d'eau par jour, quand même. 7-8 litres d'eau. C'est-à-dire, 1 litre d'eau, on le boit, on dirait qu'on a bu un verre. Et on avait des grands bidons, des bidons qu'on avait récupérés dans les pharmacies. Les pharmacies, ils ont des bidons de 10 litres dans lesquels ils mettent l'alcool, donc bon, ça va, on peut mettre de l'eau. On avait même mis de l'essence dedans, parce qu'on avait pris un paquet d'essence. La voiture était pleine, hein, d'eau et d'essence surtout, de boîtes de lait. Et parce que le lait, ben, on s'est dit, ben, ça fait des protéines, voilà. Et par la suite, il va y avoir un incident à cause du lait, avec les autorités algériennes d'ailleurs. Et donc, on s'ensable, on se désensable, etc., etc. Bon. Et on reste avec le groupe d'Algériens. Et en tout, le lendemain, pour faire 19 km, on a mis 24 heures. Voilà, 24 heures, donc il faut mettre les... Et puis il y avait une autre, dans ce groupe-là, il y en avait un qui avait un camion. Donc le camion s'ensablait, on mettait les plaques de fer. Pendant que le camion démarre sur un énième désensablage, je vois la plaque de devant qui me vient en pivotant à une vitesse. J'ai eu que le temps de sauter à pieds joints pour échapper parce que là vous faites couper les jambes en fait. Donc voilà, dans le réflexe vous vient naturellement quoi, hein. Et puis on continue, on cède, on pousse les voitures, on les tracte, on utilise la pelle, on dégonfle les pneus, on les regonfle sans arrêt parce que bon ça marche mieux dans le sable quand c'est dégonflé, mais il faut pas oublier de les regonfler parce que quand vous arrivez sur des pierres, ben ça crève. Donc on regarde, on lit la piste. Alors la piste elle a plusieurs kilomètres de large, hein. Il faut pas croire qu'une piste c'est une route sans goudron. On a une piste, ça a des fois 3-4 km, donc on ne perd pas les balises de vue. Les balises, on les voit au loin, mais toutes petites. Quand on est près, ben, elles sont plus hautes que vous, mais bon, de loin, c'est minuscule. Donc tout le monde s'éloigne des balises, parce que plus il s'éloigne des balises, meilleure est la piste. Le matin, très tôt, le sable est dur, puisqu'il fait froid, mais après, dès que la chaleur du jour arrivant, le sable devient mou. Et puis ça colle. Donc chaque fois qu'il y a le banc de fèche-fèche, on le reconnaît à la couleur particulière. C'est comme du plâtre, hein, le fèche-fèche. C'est très plus que fin. Ça va partout. Donc on bombarde, on met la voiture à fond sur le dur. Et on la lâche, on monte au maxi, quoi. On monte à 180 km/h. 180 km/h, on rentre dans le banc de sable, ça fait une gerbe de sable de chaque côté. Et puis la voiture, au fur et à mesure, les roues ne mordent pas dans le sable, et puis elle ralentit, jusqu'à des fois s'ensabler. Mais si vous arrivez à trouver une bande de sable dur, donc elle est plus foncée, mais vous essayez de rattraper, la voiture remord dessus, et puis c'est bon, vous pouvez être sauvé comme ça. Donc on s'en va toujours pareil sur le sud pour aller à la frontière de Ingezam. Mais on continue à avoir des galères parce qu'il nous reste 2 jours. On dort au milieu du désert. On avait un peu perdu les Algériens qui étaient derrière nous, donc on ne sait pas trop où ils étaient. Et puis on passe la nuit, on se fait réveiller par comme un tremblement de terre parce qu'il y avait des camions. C'était l'armée algérienne qui avait un convoi qui remontait vers le nord, mais ils sont passés. Je sais pas moi, peut-être à 5 mètres, là, le camion, je pensais 6 roues motrices, hein, donc dans le duvet, vous demandez ce qui arrive. On mettait une coupe d'eau à côté de nous parce que les scorpions sont attirés par l'eau, donc on mettait nous un petit peu d'eau, mais enfin pas à côté, on va dire à 2-3 mètres, hein, pour pas qu'ils viennent sur notre duvet, quoi. Bon, après aussi on avait peur, des fois on nous avait dit qu'il y avait des serpents, parce que bon, ils aiment bien sentir le chaud, rentrer dans les sacs de couchage. Bon, l'endroit était vraiment désert, donc
Je pense pas quand même qu'on aurait pu rencontrer quoi que ce soit. Nous revoilà partis le lendemain. Puis finalement, on retrouve la bande d'énergumènes de Tarn 7 parce que bon, ils avaient croisé. Donc il y en avait un qui avait une voiture complètement détruite. Donc on le prend avec nous. Un autre alors celui qui avait la voiture, on soigne une autre personne parce que alors, celui qui avait détruit sa voiture, je sais pas, je crois qu'il a dû avoir un accident ou je sais pas quoi. Il n'avait pas une voiture vraiment équipée, il avait une 304. Et je pense que c'est son copilote, je crois, qui avait tapé sur le pare-brise, donc il avait le visage tuméfié, il avait du sang, mais bon, ils n'avaient pas de pharmacie, donc nous on avait prévu, donc on le soigne, et puis on ramène les deux, on les ramène dans notre voiture, et on arrive avant tout le monde à Tarn-Marset, pas à Tarn-Marset, à Enguezam. Ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il y avait un petit hôtel, puis un endroit pour dormir dehors aussi, et puis il faisait resto. Voilà, donc déjà, ça c'est pas mal. Et il y a un type, on a pu se rincer. On a pu se rincer. Ah oui, aussi, ça me fait penser aussi à Tamaracet. Et on était tombé sur quelqu'un, ils avaient dit, ah mais vous êtes fatigué du voyage? Ah, j'ai quelque chose pour vous. On s'attendait, venez voir. Et vous allez voir, c'est super bien, etc. Ça vous détend. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une douche artisanale. Mais pour lui et pour eux, c'était de l'or, quoi. Et donc, il nous faisait un beau cadeau, quoi, hein. Voilà. Et donc, on retrouve un peu la même chose là-bas, avec les puits, on arrive à se laver. Et c'est vrai que bon, après 4 jours, ça fait du bien. Bon, dans le désert, on transpire pas, hein. On n'est pas moite, on sent pas, voilà, il n'y a pas d'odeur. Bon, on avait pris des lingettes pour nettoyer quand même. Et on avait pris aussi un pulvérisateur, c'est-à-dire pour les plantes là. Donc, on met la pression, on met 5 litres d'eau et on se pulvérise, donc ça économise l'eau. Bon, là, il n'y a pas de problème avec l'eau chaude. Elle est naturellement chaude. Donc, on mange et tout le monde est là. Alors, tout le monde est là, le groupe on va dire, de Baba Cool. Il y a les Algériens. Dans le camion des Algériens, il y avait un Malien, Winnie, je me rappelle son prénom, et qui travaillait, je sais pas où, au nord d'Algérie ou peut-être en France, qui revenait voir sa famille. Un brave type, hein. Et donc on mange et au moment de payer, le serveur revient et il dit excusez-moi mais il me manque une part. Ah bon? Et nous on se regarde le collègue, on dit ouais, ça doit être peut-être le Nigérien qui a pas d'argent, qui n'a pas osé dire qu'il n'avait pas d'argent. On a payé et en fait non, le Nigérien avait payé. C'était les babas cool. Ils avaient gratté un repas. Alors le lendemain matin, au réveil, ils me redemandent encore des choses parce qu'ils avaient des problèmes mécaniques, des clés, tout ça. Et je suis en train de serrer des boulons dans le moteur pour avoir plus de poids et plus de prise sur un boulon qui était récalcitrant. Et puis, quand il me demande quelque chose, j'ai dit, bon, écoute, dégage, parce que là, je pense que je vais pas que resserrer le boulon. Sa copine arrive. Si j'étais un garçon, je vous mettrais mon poing dans la figure. Mais oui, mais bon, mais tu n'es pas un garçon. Continue. Il y a du sable. Tu vas peut-être trouver la plage avec la mer. Voilà. Donc là, et puis il y en a un qui revient, qui dit, oui, mais hier on m'a mal soigné après l'accident. Et là, le collègue dit, c'est pas très grave ce que tu as eu, mais peut-être ça risque de s'aggraver. Voilà. Donc, ça s'est conclu comme ça. Et là, on a quelques kilomètres à faire pour arriver au poste frontière. Et au poste frontière, on se dit, tiens, on va se mettre à fumer comme ça, et manger des galettes comme ça. Il va nous demander une cigarette, il va nous demander des galettes, le douanier, et ça va bien se passer. Et le douanier a piqué une crise. Comment, lorsque vous passez la douane chez les autres, chez vous, dans votre pays, vous fumez, vous mangez devant le douanier, etc., etc. Non, bon, ça va. Et bon, inspection du véhicule, on sort. Comment vous avez des boîtes de lait en poudre? Mais c'est un produit qui est aidé par l'État. L'État donne de l'argent, le subventionne. Voilà, subventionne ce produit parce que nous on n'a pas de lait ici, donc les gens en ont besoin. Donc pourquoi qu'ils soient. Et alors au Niger, il vaut 5 fois le prix. Alors vous faites le trafic de lait. Comme tout le monde. Je dis non, en fait, on a pris du lait parce que, regardez, on campe là. Alors, on s'est dit, voilà, il y a la boîte de sardines, du lait, voilà, c'est notre protéine, on va pas prendre des beefsteaks là, hein, ni des œufs, hein. Donc, voilà. Bon, finalement, il nous a laissé passer et on a dormi juste après, à côté du poste de garde. Et puis, on traverse, il y a une bande, c'est un no man's land, il y a personne, il y a 30 kilomètres. C'est-à-dire que le soir, on a visité, on a dit, si on tombe en panne sur ces 30 kilomètres, là, il faut pas tomber en panne. Parce que c'est une zone qui est contrôlée par personne. Et donc 30 kilomètres et on voyait
le poste frontière d'Assamaka, de l'autre côté, au Niger. Donc le lendemain, on arrive là-bas, et là, ça commence à être compliqué au niveau formalité. On était obligé de prendre une assurance. Bon, il n'y a pas d'assurance. Donc on a vendu une roue de secours, et le mec nous a assuré avec une roue de secours, parce qu'on n'avait pas de franc nigérien. Et là, les dinars, ils valaient plus rien. On n'est pas encore vendu la voiture, donc bon, voilà. Il y a quelqu'un qui nous a quand même un peu changé. On a pu récupérer quelques francs comme ça. On a vendu des pièces détachées, donc on a récupéré des francs nigériens, des francs CFA, des francs CFA, pardon. Des francs CFA, on a récupéré quelques francs CFA. On a pu manger à côté du petit restaurant. On a pris d'autres trucs comme d'autres renseignements. Puis on était à la recherche d'essence. Bon, on avait encore, mais enfin bon, voilà, les douaniers lorgnaient là-dessus. Bon, on prenait des informations. Voilà. On prenait des informations à droite à gauche, et puis on s'en va pour aller à, ça s'appelle la ville qui est au nord à Arlit. Et c'est toujours la piste, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. Voilà. Et donc on s'en va là-dessus, on roule, on est parti, c'était vraiment début d'après-midi. Début d'après-midi, tout va bien, la voiture tourne ronronne, tranquille, tout est bien. Et puis quand c'est comme ça, quand tout est bien, on était en train de s'enthousiasmer, on était à 140 km/h, et puis d'un seul coup, boum, un pneu arrière droit qui éclate. À 140, ça fait drôle. Tout le monde déchiré, donc on se met à le changer. Pendant ce temps, on voit au loin une volute de fumée et les cavaliers Touareg qui arrivent au galop. Et là, on sait que c'est pas pour nous dire bonjour et comment ça va. Donc, on met les bouchées doubles, on pense à mettre une plaque sous le cric pour pas que le cric s'enfonce. Bon, on fait ça vraiment à toute vitesse. On part in extremis. Le problème, c'est que la vitesse ayant ralenti, on voit un banc de sable. Et on se dit, si on arrive là-dedans, on va s'enliser. Et je m'arrête. La voiture s'arrête, enfin, le collègue s'arrête, je descends. On voit quand même que les gens, les Touaregs ont vu qu'on s'était arrêté, donc on a fait quand même du chemin, mais ils se remettent à galoper. Et je dis au collègue, comme on n'a pas assez d'espace pour prendre de l'élan, fais un tour. Tu arrives sur le banc de sable, tu es au maximum, mais tu rentres pas dedans. Tu pivotes, enfin, tu tournes, tu fais un virage, tu reviens sur tes pas et tu relances la voiture. Comme ça, au moins déjà, plutôt que de partir à 0 km/h, tu vas partir au moins à 80 km/h et que tu vas arriver dans le banc de sable, tu sais pas à combien, mais au moins peut-être à 140 et ça va passer. Et donc, c'est ce qu'il a fait et il est passé. Il faut savoir que chaque fois, on alternait pour conduire. Donc, celui qui conduit regarde au près, le copilote regarde au loin. Quand on arrive sur un banc de sable, qu'on est en train de s'enliser, avant de s'enliser, le copilote saute en marche, se jette dans le sable. On se fait pas mal, hein. C'est pas, parce que la voiture, là, elle est à 20 km/h. Et donc, ça allège de seul coup la voiture et ça permet de franchir les derniers mètres pour arriver sur le sable dur. Et donc là, pareil. Donc, ça a été ça sans arrêt. Allez, vas-y, un qui conduit, l'autre qui saute, puis on met les plaques, on s'ensable, on désensable, etc., etc. Bon, quand on est arrivé à Arlit en fin de soirée, on a eu quand même un beau petit cadeau, le soleil qui se couche, les arbres de savane, là, et puis des gazelles qui nous accompagnaient sur notre droite. Et là, on roulait à belle allure et enfin, pas vite, puisque les gazelles, elles étaient presque à notre vitesse, mais bon, faut savoir que ça galope quand même assez vite. Et on écoutait les Rolling Stones. Voilà. Donc, j'ai l'image d'arriver à Arlit, le soleil qui se couche, les gazelles à droite et les Rolling Stones, et voilà. C'était un bon moment. Donc, sur l'intérieur de la ville, on retrouve un hôtel. Et puis, on lui demande s'il y avait de l'eau. Il nous dit, oui, il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. On va prendre une douche, ça savonne, et puis au milieu du savonnage, pour se rincer, plus d'eau. Voilà. Donc on se sèche à la serviette, je descends, je dis comment, il n'y a pas d'eau? Ah oui, mais non, mais attends, mais là c'est une coupure, machin, etc. Mais ça va revenir. Bon, finalement, c'est pas revenu, donc il fallait se débrouiller pour enlever le savon. On passait la nuit, il faisait trop chaud, donc on monte sur les étages et puis on dort sur la terrasse. Et puis là, arrivé à 4 heures du matin, parce qu'il y a le haut-parleur de la mosquée qui a hurlé dans nos oreilles. Donc bon, voilà. Compliqué. Et puis quand on est reparti de l'hôtel, le collègue a commencé à chercher pour vendre la voiture. Et le mec me dit, ça fait tant. Je dis, ouais, mais ça, tu me fais le prix des chambres et de l'eau. Moi, on a payé une chambre, il n'y a pas d'eau. Oui, mais quand tu es arrivé, il y avait de l'eau. Ah oui, mais quand je suis arrivé, mais après, il n'y avait plus. Oui, mais quand tu es arrivé, il y avait de l'eau. Voilà. Bon, on comprend qu'on est en Afrique. Oui, mais quand tu es arrivé, il y avait de l'eau. Voilà. Et bon, il ferme la porte, et puis il y a 4-5 collègues qui arrivent avec lui, donc voilà, un peu la pression.
Finalement, le collègue arrive, bon, là, les forces se rééquilibrent, mais bon, on sent bien la haine, là, quand même, qui est palpable. On sent que ça peut déraper à tout moment. Bon, on se sort du truc. Bon, en tout cas, voilà, on s'extirpe de l'hôtel et puis on essaye de chercher des gens pour la voiture. Auparavant, on se met à ausculter les amortisseurs. Parce que durant la traversée de la partie désertique algérienne, nous avions rencontré incongrument, quelque chose qui était inconcevable, une tranchée au milieu de nulle part, dans le désert. Voilà. Quelqu'un avait creusé avec une pelle mécanique, ça ressemblait à ça, tranché sur peut-être une cinquantaine de mètres. Le style de tranchée que vous pouvez voir en ville quand les gens veulent mettre des poteaux de signalisation, des feux, des trucs comme ça. Et comme il y avait, pour bien faire les choses, une pierre à l'entrée de cette tranchée qui était en dessous d'une déclivité, c'est pour ça qu'on s'en est rendu compte au dernier moment. Donc la voiture a percuté roue avant gauche sur cette pierre, et la tranchée était juste derrière la pierre. Et la voiture s'est mise sur le côté. On était à peu près à 140. La voiture s'est mise sur le côté, de profil, sans toucher quoi que ce soit. Donc suspendue dans les airs, des secondes qui durent une éternité, et on se demandait si on allait se retrouver sur le toit, ou tomber, pour nous on allait basculer sur le toit, ou alors tomber sur les portes, sur le flanc de la voiture. Et non, opération du Saint-Esprit, la voiture s'est redressée dans les airs, et on s'est retrouvé sur les 4 roues, mais bon, on a rebondi un petit moment avant on s'est pas retrouvé en douceur. Ça, on a tapé pavillon du toit, ça nous a bien enfoncé la tête dans les épaules. Il a fallu s'étirer les vertèbres le soir. Et là, il m'est venu de suite à l'esprit, quand le collègue me proposait d'aller de faire un petit break avec les copines qui m'avaient présenté. J'ai dit merci, merci tonton, parce que si j'avais pas renforcé les amortisseurs, je crois qu'ils auraient traversé capot ou un truc comme ça et le voyage se serait arrêté là. Voilà, donc petit effet et grande cause. Donc on vérifie ces amortisseurs, parenthèse refermée, tout allait bien, tout était correct, tout était en place, la voiture tournait bien, pas trop de trois petites bricoles, mais enfin rien de méchant. On se retrouve toujours pareil, errant dans les rues, demandant combien ils en voulaient, mais il faut savoir que si on dit un prix, c'est compliqué parce qu'après, toute l'Afrique sait que vous voulez vendre cette voiture à ce prix-là, il est impossible de mettre un prix au-dessus. Et toute leur technique va être de vous faire baisser le prix, même s'ils ne veulent pas l'acheter. Il faut toujours aussi demander s'ils ont l'argent sur eux, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des gens qui disent « Ouais, moi je veux acheter », et non, en fait, c'est des gens, ils sont là pour faire baisser le prix. Quand je dis toute l'Afrique, c'est tout le Niger. Ce qu'il y a aussi, il faut bien se souvenir que il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait même pas de téléphone tout court, voilà. Donc, comment ça se passait, on sait pas. C'est pas le téléphone arabe, parce que là, c'était pas arabe, cette partie-là. En parlant de Niger, quand je parle de la personne qui était avec nous, le Malien, à un moment donné, je dis que c'est un Nigérien. Non, c'est un Malien qui avait dîné avec nous au poste frontière d'Ingezam sur la partie algérienne. Assamaka étant au Niger. En fait, Assamaka, c'est le poste frontière nigérien qui est en face d'Ingezam. Il y a 30 km qui les séparent. Voilà. Bon, donc pour l'instant, nous sommes à Arlit. Arlit, c'est connu parce qu'il y a une mine d'uranium et les Français ont fait, donc exploité parce que à cette époque-là, là, depuis 2-3 ans, c'est fini, ils avaient fait la route pour aller jusqu'à Agadez. Alors, c'est une route qui était bien bitumée, donc nous, on se met à rouler là-dessus, on s'est dit, oh, c'est formidable, on n'avait plus l'habitude. L'impression de dormir, enfin de rouler sur un duvet, presque à s'endormir, mais ça ne dure pas longtemps, parce que sur chaque ville du Niger que l'on traverse, nous sommes obligés d'y dormir 24 heures. C'est la loi. Nous sommes obligés de nous présenter à la police qui nous conserve le passeport, qui nous le rend le lendemain en mettant un tampon. Donc chaque ville, c'est comme ça. Quand on se dirige vers Agadez, au bout de 5 km, il y a un barrage. On se rend compte que ça va pas être le premier. Le type, garde à vous, oui, vous avez grillé le feu rouge. Comment le feu rouge? Mais il n'y a pas de feu. Il n'y a rien. Mais je vous dis que vous avez grillé le feu rouge. Ah, mais non, mais il n'y a pas de feu là. Où tu vois le feu? Maintenant, fais-nous voir où est le feu. Non. Je vous dis que vous avez grillé le feu rouge. Bon, fouille du véhicule. Non, mais pas les cigares. Je veux les cigarettes. Je veux l'appareil photo. Je veux aussi. Je veux. Ah non, c'est pas possible. L'appareil photo, c'est trop cher et tout, etc. Et bon, ça s'est terminé quand on a donné un peu des médicaments, un peu des cigarettes, un peu de quoi manger.
Et on a pu partir. Mais 5 kilomètres après, alors là c'était le barrage de la douane. Alors après, il y a eu le barrage de la police. Après, il y a eu le barrage de la gendarmerie. Et ça continue. Mais aussi, savoir une petite technique, c'est qu'à partir de 5-6 heures du soir, les gens ont un uniforme, mais ce ne sont pas des officiels. Parce que l'officiel, le gendarme officiel, le douanier officiel, a loué son uniforme à un mec d'un village, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes. Le type qui vous contrôle, il n'est pas plus douanier que vous et moi. Donc, il faut lui donner les papiers à l'envers. Ne pas lui donner les papiers d'identité, parce qu'il va avoir la photo. Mais il faut lui donner un papier quelconque, qui ressemble à un papier officiel, et vous lui donnez à l'envers. Et donc, il va se mettre à le lire, à faire semblant parce qu'il sait pas lire. L'officiel, lui, oui, il sait lire. Mais l'autre, le paysan ou l'éleveur, lui, il sait pas lire. Donc, il va prendre le truc, il va faire semblant. Et là, vous lui arrachez des mains, et vous mettez la première, et vous vous cassez. Voilà. Donc là, on a senti que le pays était quand même un petit peu insupportable, vu déjà les soucis qu'on avait eus avec l'hôtelier, bon, voilà. Donc ça a commencé une mauvaise appréciation des gens. Et puis aussi, quand dans Arlit, on cherchait à aller demander notre direction, automatiquement, n'importe qui vous envoyait dans la direction opposée. Style, si vous demandez où était le bureau de poste, le mec, s'il fallait aller sur l'est, il vous indiquait l'ouest. Si vous demandez où était le commissariat, parce que je cherchais le commissariat, s'il fallait aller sur le nord, il vous indiquait le sud. Voilà. Tout le monde, vous mentez. Voilà. Et puis, bon, il y avait les branleurs du coin, ils sont nombreux, ils se mettent au volant d'une voiture, mais il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. La voiture ne fonctionne plus. Mais ça fait rien. Il est content parce qu'il a un volant dans les mains, il fait comme ça. Alors, si le klaxon marche, c'est les fêtes de Noël, quoi. Hein. Voilà, c'est bon. Les fêtes complètes, quoi. Noël et jour de l'an, quoi. Avec les étrennes. Donc, on continue notre chemin et nous finissons par arriver à cette fameuse ville d'Agadez, qui est connue comme un peu la capitale du désert, au confluent du désert du Ténéré, qui est plus sur l'est, et puis avec son architecture typique de maison du désert en terre, bâtie en terre argileuse, son fameux minaret de sa mosquée, qui tenait, alors c'était des espèces de petits morceaux de bois qui tenaient les étages, qui dépassaient. Voilà, c'est typique. Et puis on fait un contact plus approfondi. On avait rencontré à Tamanrasset, on avait vu nos premiers Touaregs sur les dromadaires. Et puis là, on les voit sous les tentes. Donc on a pris contact avec eux, on a regardé comment ils faisaient le fameux bijou qui est la croix d'Agadez. Alors avant, quand on avait ce type de bijou, c'était quelque chose qui voulait dire que bon, vous avez traversé le désert, il fallait être passé. Bon, maintenant c'est vendu un peu partout. Il peut à Marrakech, il peut en trouver à Marrakech au Maroc. Voilà, il n'a pas besoin de trop se fatiguer. Et les vrais sont fabriqués en argent avec un moule perdu. C'est-à-dire que on prend une feuille de cire d'abeille et ils dessinent la croix qu'ils veulent faire et puis ils la mettent dans une boule d'argile et ils font un petit trou avec une paille. Et cette boule d'argile, ils la mettent dans le feu. Et ensuite, la cire va fondre et ils prennent délicatement avec une pince en fer cette boule, ils font écouler la cire par le trou et une fois que la cire est écoulée, ils versent de l'argent fondu à ébullition dans le même trou que celui où la cire est partie. Et l'argent va prendre la place de la cire et après, ils cassent le moule une fois qu'il est froid. Et ils se retrouvent avec la forme du bijou. Toute l'orfèvrerie va consister par la suite à polir cette croix et à faire des motifs dessus, etc., etc. Voilà. Alors, chaque ville possède sa croix spéciale. On ne sait pas trop l'origine. Il y en a qui disent que c'était parce que devant chaque tente, ils mettaient du lait avec un bâton en croix dessus, voilà, que c'était cette forme-là. Bon, les origines sont un petit peu diverses, plus ou moins connues, quoi. C'est pas il y a plusieurs versions. Voilà, donc je m'avancerai pas sur une plus que l'autre. Alors, ils sont consommateurs de thé, mais du thé, il y en a pas là-bas. Donc le meilleur des cadeaux que vous pouvez faire à un Touareg, c'est de lui apporter du thé. Pas croire qu'il le cultive, ça se cultive pas. Donc depuis les temps ancestraux, ça venait par les caravanes qui traversaient le désert, caravanes de sel. Et les Touaregs, bon, on appelle tout ça les seigneurs du désert parce qu'ils sont majestueux sur le dromadaire. Il y a toute une légende là-dessus. Mais en fait, c'est pas les vrais coureurs du désert. Les vrais coureurs du désert, c'est les Rigiba.
Ceux-là voulaient lâcher n'importe où dans le désert, ils vont se retrouver. Le Touareg, non, hein, le Touareg, il suit les pistes. Hein. Voilà, il s'écarte pas de la piste. Donc voilà pour la petite histoire. Et puis bon, c'était les seigneurs du désert auparavant, mais là, non, parce que le découpage administratif qui a été fait durant la colonisation ne s'est pas trop préoccupé des ethnies. Et a fait ça, bon, voilà, on peut regarder une carte de l'Afrique, hein, vous verrez que les traits sont tirés tout droit. Mais bon, après, quand les pays ont eu leur indépendance, ils ont bien été contents de bénéficier de ce type de frontières. Et ça, les autres, les ethnies, ben, elles restent toujours ethnies sur un truc, sur une partie du territoire. Et puis bon, ils n'ont plus rien administrativement. Bon, comme les Touaregs auparavant, c'était les seigneurs, hein, vraiment. Hein. Et les autres, races Peul, les Peul encore, c'est pas les gens les plus haut placés parce qu'il y a beaucoup de castes au sein des ethnies. C'est pas les plus hauts dans la hiérarchie, mais enfin bon, on va dire les peuples négroïdes, eux, sont maintenant mis en avant, puisque la capitale Niamey est plus au sud, donc c'est vraiment des Africains, de l'Afrique noire, et le Touareg, ben, il a plus de pouvoir. Son seul pouvoir, c'était justement de traverser le désert, porter des marchandises qui venaient du nord et vice versa. Voilà. Et les autres, ben, c'était une zone où ils ne s'y risquaient pas. Donc leur autorité venait de ça, de la dépendance des autres à pouvoir faire des choses que les ennemis à droite et à gauche n'arrivaient pas à faire. Par la suite, ils se sont retrouvés plus ou moins sédentarisés parce que les pays, quand ils sont en structure, ils n'aiment pas trop les gens qui vagabondent. Donc ils aiment bien fixer les gens, ils aiment bien mettre les cartes d'identité, tout ça. Alors que les choses de l'administratif, c'est des choses qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc on retrouve les gens, les rabatteurs, on discute. Auparavant, on avait entendu dire qu'il y avait des Allemands qui avaient pris des boîtes de conserve et qui avaient fait tout un siège pour pas baisser le prix de leur voiture, pour se maintenir au prix initial. Et nous, on n'avait pas le temps comme ça devant nous. Finalement, on a réussi, on a décidé de vendre la voiture à un équivalent de 200, 1300 euros. C'était les francs CFA, hein, c'est pas les euros, mais c'est pour faire l'équivalence. Donc ça faisait un bénéfice grosso modo de 1000 euros. Et puis on a vendu aussi vendu des choses, des t-shirts, on avait le carriel de t-shirts, on a vendu les pièces détachées, on a vendu des clés, enfin tout ce qui servait pour faire la voiture. C'était la grande braderie, donc on a encore récupéré de l'argent là-dessus. Et après, le collègue nous dit, je vais acheter des billets de bus. Et il s'en va, un peu plus loin, je sais pas où. Je me mets à attendre au milieu du village. Mais on revient nous chercher, alors parce qu'il y avait un problème avec les papiers, à qui on avait vendu, il fallait repasser à la police, hein, donc ils nous faisaient suer. Ils ont récupéré la voiture, mais il a fallu leur conduire parce qu'ils ne savaient pas trop la conduire, mais en fait c'était un prétexte pour se faire conduire par des blancs, voilà, et de faire le tour de la ville. Parce qu'il fallait un tampon du commissariat, mais bien entendu, ils ont fait le tour de la ville pour aller au commissariat parce que pour faire voir que voilà, c'était une voiture et le chauffeur était blanc. Voilà. Et donc on arrive au commissariat, le mec il met le tampon et puis il dit aux zèbres, il dit bon arrêtez de les faire suer là, on est reparti pour de nouveau aller sur le centre du village. Le collègue repart chercher les billets de bus et au centre du village, tout le monde m'entoure. Tu as vendu la voiture, tu as de l'argent, tu dois me donner l'argent. Voilà. Et ça a duré 15 très longues minutes. Voilà. Ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu très mal se passer. Alors, très très mal se passer. Le collègue revient et le bus c'était pas très loin. L'arrêt de bus, tout ça. Donc on va s'ancrer, on monte, on met nos affaires. Je me rappelle plus si c'était dessous, la soute dessous. Dessous non, n'existait pas, c'est sur le dessus. On monte, c'était le soir. Soir, nuit, on rentre, puis il n'y a plus de place. Donc, on s'est assis au milieu du couloir. Dans le couloir, le trajet aidant, il a fallu commencer à dormir. Ça durait longtemps. Il descendait jusqu'à Niamey, mais il ne s'arrêtait nulle. Enfin, il s'arrêtait, mais il n'était pas obligé comme c'était le bus, il n'était pas obligé de passer 24 heures dans chaque ville. Donc, on essayait de s'endormir, on n'arrivait pas. Donc, c'est mis dos à dos pour s'appuyer. Ça n'allait pas non plus. Mais tout le monde mangeait et jetait ses détritus dans le couloir. Donc, on se rebellait, je ne sais pas, enfin, c'était très tendu aussi. Et puis, à partir d'un moment, parce qu'il y avait une femme qui était devant, il y avait une place. Et cette femme sentait la lionne. Voilà, ça sentait la brousse. C'était impossible de se mettre à côté. Et il y a un monsieur assez âgé, très bien, qui est venu nous voir. Il a dit, vous savez, au fond,
Moi, je prenais 2 places. Si vous voulez, moi, je vais me mettre à côté de la dame âgée, ça me dérange pas. Prenez nos places. Et on a pu trouver. Alors ça, c'était la deuxième partie du voyage. Et auparavant, on s'était arrêté pour, je sais pas trop quoi faire, pour essayer pour prendre quelque chose à manger. Je crois qu'on n'avait rien acheté. Et on s'était mis au fond. Donc la deuxième partie du voyage, ça a été un peu mieux. Quand on est arrivé à Niamey, c'était le matin. Et donc, premier réflexe, trouver un hôtel avec une douche. Parce qu'on avait l'odeur du car, des gens et de tout ce que ça transportait qui était imprégné sur nos vêtements. Donc on se met en quête de ça. Là, financièrement, il n'y avait pas de souci pour trouver quelque chose de très convenable. Puis pour pouvoir essuyer nos pieds, parce que en descendant du bus, il y avait une bonne femme qui avait fait ses besoins devant tout le monde. Et c'était accroupie, levait la jupe, et en avant, j'urine au milieu d'une trentaine de personnes. Voilà, donc ça giquait partout. Ce qui a servi de fixateur pour les odeurs de toute la nuit du bus. Voilà, c'est le fixateur naturel. On le trouve facilement, on se rue dans la chambre, on se rue sous la douche, tout fonctionne, c'était Byzance. Et puis on fait connaissance avec 3 femmes, dont une s'est mépris parce qu'on croyait que c'était un garçon. C'était grande, costaud, cheveux courts. Donc bon, elle dit non, moi je suis une femme. Ah bon, d'accord. Et elles étaient accompagnées d'un jeune qui lui était tout freluqué, qui s'était trouvé avec elle, je ne sais pas comment, au dernier moment, et qui avait fait chambre commune parce qu'ils n'avaient pas trouvé de chambre libre, donc c'était une chambre à 4 lits, et il rentrait sous les draps parce qu'elle voulait absolument faire l'amour avec lui. Il n'avait pas du tout envie de passer à l'acte, il avait passé une nuit assez longue, il nous avait expliqué. Et nous, bon, après, on cherchait, voir ce qu'il y avait le soir, ce qu'il y avait à faire. Bon, il y avait rien du tout, tout était fermé. On est allé voir une compagnie aérienne qui a disparu, c'était une compagnie aérienne française qui s'appelait UTA. On a pu acheter un billet d'avion et rentrer en France. Et le retour s'est fait en 4 heures. On a mis 19 jours pour traverser le Sahara et on a mis 4 heures pour revenir. Je me souviens que lors de le collègue, sa femme était venue le chercher à l'aéroport. Et je croise des amis de la famille et ils sont vraiment surpris parce que bon, ils pensaient que jamais nous serons de retour. Et mon père me dit, eh ben, viens au rugby, il y a une conférence de Daniel Herrero. Je dis, ben, c'est magnifique parce que bon, c'est un grand voyageur. Et donc, je suis parti, juste le temps de me prendre, de me laver, de poser les affaires, et on est parti écouter la conférence de Daniel Herrero, et c'était une bonne fin. Hein. Il était un peu surpris, parce que bon, il ne me connaissait pas, mais il voit quelqu'un arriver avec une chèche très bronzée, et il a eu l'œil, parce qu'il avait le regard pétillant, il a eu l'œil interrogateur. Mais bon, on ne s'est pas allé plus loin, parce que bon, il était tellement happé à droite et à gauche, et pressé de questions. C'est quelqu'un de très volubile, qui a une faconde extraordinaire. Donc très demandé, très écouté. Voilà la fin de l'histoire. Et puis on va revenir 2 ans après pour faire une autre traversée, mais ça sera la suite, un prochain numéro.